Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, chers abonnés de notre chaîne. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste et enseignant de finance. Je fais une présentation sur la réconciliation entre le Niger et le Nigeria. La réconciliation entre le Niger et le Nigeria. Donc entre les Nigérians et les Nigériens. Voilà. Je vais vous faire écouter une bande sonore. Et les Nigeria se sont réconciliés. Voilà, je reviens au La début. journée du 16 avril 2020, les Niger et les Nigeria se sont réconciliés. Dans la journée du 16 avril 2025, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Youssouf Tougar, a effectué une visite officielle au Niger. Un premier pas vers la réconciliation. Après près de 20 mois de dégradation des relations entre les deux pays. Après un face-à-face avec le diplomate nigérian, le chef de la diplomatie nigérienne, Bakaria Osangaré, a confirmé la réconciliation du Niger avec le Nigeria. Il a même ajouté que la relation entre les deux pays est une relation transcendante. De son côté, le chef de la diplomatie nigériane a réaffirmé que le Nigeria n'a aucune mauvaise intention envers le Niger. Il a également évoqué devant la presse une possibilité de rencontre entre les présidents Bola Ahmed Tinubu et le général d'armée Abdrahman Chani. Les deux pays ont de nouveau signé des accords dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, l'économie et surtout le projet transsaharien gazoduc. Pour rappel, les relations diplomatiques entre les deux pays s'étaient dégradées depuis les événements du 26 juillet ayant conduit au renversement du président Mohamed Bazoum. D'où le Nigeria s'était placé en première ligne du projet d'intervention militaire au Niger. Voilà, tout est dit. Donc, tout est dit dans cette synthèse d'une radio basée à Niamey au Niger. Donc, je rappelle un peu les faits, comme a dit la dernière phrase de l'auteur de la chronique. Autrement dit, c'est le Nigeria qui avait pris la tête de je dirais la fronde contre le Niger, qui appelait à l'époque au sein de la CEDEAO à prendre des sanctions. Et il était même question que c'est le Nigeria qui organise l'intervention militaire, qui prenne la tête de file de l'intervention militaire, notamment avec le Bénin et la Côte d'Ivoire, de l'intervention militaire qui devait avoir lieu au Niger, disait-on, pour ramener Mohamed Bazoum au pouvoir comme chef d'État. Donc, cela ne s'est pas fait parce que sur ce, les pays de l'AES avaient compris que personne ne viendrait les sauver. Donc, ils avaient mis sur pied une alliance militaire qu'on appelle la charte de l'Iptako-Gourma. Et donc, cette alliance militaire a conduit à à dissuader, n'est-ce pas, l'éventualité d'une intervention militaire sur le territoire nigérian. Donc, cette alliance militaire a conduit à la dissuasion d'une intervention militaire au Niger. Bon, voilà. Parce que à partir de ce moment, l'équilibre des forces faisait que si la CEDEAO s'engageait dans un tel projet, il y aurait énormément d'hommes et de femmes morts au combat pour le compte de la CEDEAO et rien ne stipule qu'ils auraient atteint leurs objectifs militaires. Donc le Nigeria, sur ce point-là, et comme j'avais dit, il y avait des initiatives des sénateurs nigérians, des anciens chefs d'État nigérians, qui appelaient à ramener la balle au centre. On se rappelle de la sortie des sénateurs du nord du Nigeria, des États du nord du Nigeria. On se rappelle du voyage de Sanusi, Lamido Sanusi, qui est quand même quelqu'un qui est très influent au Nigeria, l'émir de Yola, je crois, je peux me tromper. Mais c'est un grand sultan, une personnalité très influente au Nigeria. D'ailleurs, tous les classements des 100 premières personnalités influentes au Nigeria, il apparaît toujours dans les 10 premières. Donc, il s'était rendu, on se rappelle des oulémas du nord du Nigeria qui étaient arrivés, très nombreux, pour rencontrer Abdourahmane Tiani. Donc, il y a eu un lobby au Nigeria qui s'est mis en place, qui a lobbying, ça veut dire qui est intervenu dans les médias, qui est intervenu au Sénat et au Congrès du Nigeria, des professeurs d'université qui ont rédigé
des chroniques, des mémorandums, à lire dans les think tanks africains. Donc, quand vous avez tout ce package-là, sur un long rondon sur une année, ça a dissuadé le Nigeria d'entreprendre ce projet. Et puis, le Nigeria aussi backup, si je peux dire ça comme ça, parce que ils ont certainement vu que voilà la dynamique a changé au Sénégal. Macky Sall n'est plus là. Le Libéria et la Sierra Leone ont normalisé, si je peux dire comme ça, leur relation avec l'AES. Le Togo, depuis le début, a amorcé une diplomatie qui était non hostile, qui disait voilà, il faut ramener la balle au centre plutôt que de s'attaquer militairement et tuer les gens. Je pense que là, ça s'est accéléré avec le Ghana. Le Ghana qui, avec l'arrivée d'une nouvelle équipe, notamment John Dramani, a fait la tournée de la CEDEAO. Il a commencé par le Mali, ensuite il a allé au Burkina, il a terminé au Niger. Donc il a essayé de lancer une nouvelle dynamique en privilégiant le commerce. Et même la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES, quand vous regardez sur le terrain, les tensions se sont estompées parce que les échanges, les joutes verbales, les mots durs sont de moins en moins. Certes, le Burkina dit, voilà, il y a des gens basés en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas été expulsés, mais quand vous regardez même dans la classe ivoirienne, vous comprenez que les élections à venir, l'enjeu de la relation entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES sera au centre parce que vous avez des Ivoiriens naturalisés qui sont d'origine malienne, qui sont d'origine burkinabé, qui sont d'origine nigérienne, qui sont naturalisés ivoiriens, qui ont une carte d'électeur, qui voteront. Donc vous comprenez, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que là-dessus, d'ailleurs, beaucoup de les autres les candidats font la surenchère. Laurent Gbagbo dit, moi, je vais rentrer dans l'AES. Ce que je ne crois pas, mais c'est l'élection, c'est la surenchère électorale. Tidjane Tiampare dit, voilà, nous allons normaliser nos relations. Donc, vous comprenez que, même en Côte d'Ivoire, donc de ce fait, le Nigeria, où il y a quand même des gens assez intelligents, se dit, il vaut mieux anticiper rapidement et commencer à normaliser les relations. Et vous avez aussi le fait que la situation sécuritaire au Niger, de la situation sécuritaire au Niger, je dirais, dépend la situation sécuritaire des pays qui sont autour du lac Tchad. Ça, c'est important. Donc, vous avez les pays autour du lac Tchad, du bassin du lac Tchad. Vous avez le Nigeria, vous avez le Niger, vous avez le Tchad, vous avez le Cameroun, vous avez la République centrafricaine. Ça fait 5 pays. Voilà, 5 pays qui sont autour du bassin du lac Tchad. Et on sait que le bassin du lac Tchad est un des fiefs importants de Boko Haram, donc qui tourne autour du bassin du lac Tchad. C'est grand le bassin du lac Tchad. Hein. Vous ne pouvez pas contrôler toute l'activité qu'il y a autour du bassin du lac Tchad. Donc il faut des opérations conjointes, des patrouilles conjointes entre les forces camerounaises, les forces nigériennes, les forces nigériennes dans le Niger, les forces tchadiennes, et les forces centrafricaines, ça veut dire des patrouilles conjointes, l'échange du renseignement, etc., pour venir à bout. Et vous voyez que ça n'épargne personne. Dernièrement, c'est à partir du lac Tchad que sont parties les attaques qui ont failli emporter Mahama Kakadibi, le président du Tchad. Dernièrement, c'est autour du bassin du lac Tchad que le gouvernement, l'armée camerounaise a perdu 20 soldats qui ont été tués par Boko Haram. Le Nigeria n'est pas en reste, le Niger n'est pas en reste. Donc, s'il n'y a pas une coopération entre ces pays, à l'époque, ils avaient mis en place une force transnationale, mais s'il n'y a pas une coopération entre ces deux pays, il y a d'ailleurs eu un sommet à Yaoundé pour ça, tout le monde est à risque, comme on dit en anglais, at risk, dans la zone. C'est-à-dire que périr sur les éleveurs avec la transhumance et le vol de bétail, périr sur les commerçants avec la circulation des marchandises, périr même sur le mouvement des personnes humaines, parce qu'on voit ça au Cameroun. Quand aujourd'hui, moi, des gens des frères et sœurs qui vivent au Cameroun, dans la partie septentrionale, qui sont, enfin, quand je dis frères et sœurs camerounais, pas de famille, ils vous disent que notre armée a dû dégager sur près de 50 km toutes les personnes qui sont à la frontière du Cameroun, du Nigeria, du lac Tchad, donc dégagées de façon à avoir la visibilité. Et quand quelqu'un vient de part et d'autre de la frontière, il doit traverser plusieurs checkpoints, être contrôlé avant de rentrer dans le pays. Donc, ça complique un peu la situation. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez important pour nos pays. Il faut que cela change. Donc, pour que cela change, il faut qu'il y ait une coopération. Donc,
vous avez entendu que le ministre des Affaires étrangères du Niger et du Nigeria ont signé des accords dans le domaine sécuritaire. Je rappelle que le chef d'état-major des armées du Niger s'était rendu au Nigeria, s'était rendu au Niger, et c'est là que les pourparlers avaient commencé entre le Nigeria et le Niger. Je n'ai pas les éléments de ce qui s'y était dit. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais posté sur notre chaîne YouTube la sortie du général Abdourahmane Tiani, parce que là-dedans, il essaie d'expliquer un peu, à peu près tout, en donnant ce qu'on appelle dans le jargon des évidences. Donc, avec ces évidences-là, chacun peut se faire sa propre idée. Mais ce qui est sûr, c'est que revient enfin le Nigeria comprend, je peux dire ça comme ça, que s'il n'y a pas la sécurité au Niger, il n'y aura pas la sécurité dans le nord du Nigeria. Voilà, il n'y aura pas la sécurité dans le nord du Nigeria. Et les populations Haoussa vivent aussi bien au Nigeria qu'au Niger et cross-border. Donc, il faut que les deux pays se mettent ensemble pour travailler, pour pouvoir sécuriser leurs peuples qui ont une identité commune et qui aspirent à avoir la paix et surtout la sécurité pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Ce que je dis pour le Nigeria, le Niger, ça concerne aussi le Cameroun, ça concerne aussi le Tchad et ça concerne aussi la République centrafricaine. Voilà. Donc, il y a l'aspect sécuritaire. Enfin, le Nigeria et le Niger se sont penchés sur le dossier du transsaharien. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, c'est une stratégie ou je dirais une tactique bien pensée de la part des nouvelles autorités du Niger. D'abord parce que ça va rapporter les revenus. Deuxièmement, parce que le gaz étant vendu en Europe, va devoir bien traverser le Niger. À partir de ce moment, et l'Algérie, à partir de ce moment, l'Algérie vis-à-vis de l'AES va devoir adopter une posture qui est différente de la posture actuelle. L'Europe vis-à-vis de l'AES va devoir adopter une posture qui est différente de la posture actuelle. Et le Nigeria, même vis-à-vis de l'AES, va adopter une posture qui est différente de la posture actuelle. Voilà. Donc, le gaz étant une source d'énergie, même le Niger pourrait installer un centre sur ce gaz-là, un centre d'achat et d'enfûtage du gaz du Nigeria pour les propres besoins de son marché domestique, en attendant que le Mali commence à faire l'exploration et la production du gaz malien. Donc, vous voyez que tout le monde dans la communauté africaine, si je puis dire comme ça, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au pays, a intérêt à ce qu'il y ait une normalisation des relations entre le Niger et le Nigeria. Voilà. C'est ce qui s'est fait par l'échange des ministres, donc un début de normalisation. C'est ce qui s'est fait à travers la rencontre des deux ministres. Et on espère que dans les jours à venir, donc il y aura, on va passer à la vitesse supérieure, notamment une visite, par exemple, de Bola Ahmed Tinubu, le président du Nigeria, qui va devoir se rendre, par exemple, au Niger pour rencontrer son homologue nigérien Abdourahmane Tiani et certainement lui adresser une invitation à se rendre lui aussi au Nigeria et rencontrer le président du Nigeria. Donc, à ce moment, à travers la relation avec le Nigeria peut normaliser rapidement ses relations avec l'AES. Parce que le Nigeria, quoi qu'on dise, commence à devenir une puissance industrielle. Donc, fabrique énormément de choses qui découlent sur les marchés. Je ne vois pas quel intérêt le Nigeria aurait à entretenir des relations qui sont des relations tendues avec le Niger. Ça ne profitera pas au Nigeria. Des relations tendues avec l'AES, ça ne profitera pas au Nigeria. C'est pour ça que nous, notre génération, nous ne cessons d'appeler les dirigeants en Afrique à résoudre pacifiquement les conflits pour éviter les pertes en vie humaine, les dépenses qu'on aurait pu utiliser pour accélérer l'éducation, l'agriculture, la santé publique, etc., la formation professionnelle. Nous les appelons constamment à éviter l'escalade militaire et à essayer tout le temps de ramener la balle au centre. Ce que nous le disons pour les relations entre l'AES et le Bénin, l'AES et la Côte d'Ivoire, et maintenant l'AES et le Nigeria qui ont amorcé le processus de désescalade et de normalisation des relations. Je pense aussi que dans tous les pays de l'AES, les chefs d'État ont été consacrés en passant de président la transition à président. Donc, il n'y a pas lieu de continuer à tirer de long en large. Il faut normaliser les relations. Ce que nous le disions à l'époque pour le Sénégal, l'arrivée de Ousmane Sanko et Diomaye Faye a normalisé les relations. Nous le disions pour le Ghana, l'arrivée de Sanko et Diomaye Faye a normalisé les relations avec le Ghana. À l'arrivée de John Dramani a normalisé les relations avec le Ghana. Et on espère qu'il en sera de même également pour le Nigeria,
où après que la tension est tombée, tout va rentrer dans l'ordre. Et on espère enfin que ce soit le cas pour la Côte d'Ivoire. Et ma petite expérience me dit que après l'élection en Côte d'Ivoire, la personne qui sera réélue, il y aura une désescalade entre la Côte d'Ivoire et et les pays de l'AES. Je le pense parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, si la Côte d'Ivoire ne normalise pas ses relations avec les pays de l'AES, elle serait perdante. Elle serait perdante quand on voit les relations que la Guinée a désormais avec l'AES, les relations que le Sénégal a avec l'AES, quand on voit les relations que le Ghana avec l'AES et bientôt le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Bénin ne peuvent pas rester isolés comme ça, c'est suicidaire. Donc, mais je pense qu'après les cycles d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire comme au Bénin, on va voir une amorce de la désescalade entre des relations, dans la retour à la normalisation entre les deux pays. D'ailleurs, les pays se parlent, voilà. Que je sache, ni aucun pays de l'AES n'a fermé son ambassade en Côte d'Ivoire ou au Bénin ou au Nigeria. À partir du moment où les ambassades sont là, ça veut dire que les relations entre les États continuent. Voilà. Donc, je m'arrête ici, là. Je vous remercie tous et à toutes qui avaient suivi notre vidéo. Abonnez-vous sur notre page. Hein, mettez un like sur la vidéo. D'abord pour que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Hein, partagez sur votre mur. Et surtout, souscrivez notre membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Je vous souhaite à toutes et à toutes de passer une agréable semaine. Bye.